Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Bonjour, je m'appelle Amélie. Je suis maman de 3 petits garçons. J'ai eu la chance de donner naissance de 3 façons assez différentes. La première était à Dubaï, dans un hôpital classique avec péridurale et épisiotomie sans qu'on me demande l'autorisation. Le deuxième accouchement était en Argentine, où là j'ai fait un accouchement en hôpital sans doula et sans péridurale. Un accouchement assez difficile finalement, qui avait été assez sauvage parce que complètement toute seule. Et le dernier accouchement qui est le plus joli, c'est celui qu'on a fait à Mexico. Cet accouchement, on a voulu le faire à la maison. Ce qui nous fascine effectivement à Mexico, c'est qu'on peut choisir complètement et très simplement comment donner naissance. Tout est possible ici, alors pour le meilleur comme pour le pire. Par chance, on a accès plutôt au meilleur côté. Mais effectivement, au Mexique, il y a tous les outils de médecine traditionnelle et moderne, mais il y a également tout ce qui est médecine douce et aussi tout ce qui est un peu plus ésotérique, tourné vers les énergies, auxquelles on n'a pas forcément accès en France, par exemple. Moi, j'ai trouvé qu'être informée était primordial, puisqu'en fait, c'est ce qui m'a permis d'être vraiment décisionnaire dans mon plan d'accouchement et pendant l'accouchement également. Dans cet épisode, nous allons parler de la maternité. Devenir mère, loin, en expatriation, peut être sacrément impressionnant, voire difficile. Vous êtes loin de votre base, de vos soutiens, de vos repères. Or, lorsqu'on devient mère, c'est sur ces repères que l'on s'appuie avant tout. Nous souhaitons vous accompagner et vous rassurer. Devenir mère à l'étranger, c'est surtout la possibilité de conjuguer le meilleur d'au moins 2 cultures, la vôtre et celle de votre pays d'accueil, et de marquer votre expatriation d'un événement très particulier. Dans la deuxième partie de ce podcast, je vais échanger avec Rachida Kassi et Séverine Privé-Marmet de la CFE pour voir comment une grossesse à l'étranger peut être prise en charge par la Caisse des Français de l'étranger. Mais avant, je suis ravie d'accueillir Marion Daron, sage-femme, expatriée à Londres, aux Philippines et qui vit maintenant au Congo. Bonjour Marion. Bonjour Amélie. On voit dans ce témoignage d'Amélie qu'il y a vraiment différentes façons de donner naissance. Ça peut varier d'un pays à l'autre et c'est aussi très important de préparer son accouchement. Qu'en penses-tu ? J'aime beaucoup le témoignage d'Amélie parce qu'on sent que les 3 expériences ont été très différentes et vraiment représentatives de ce qu'on peut vivre à travers le monde. C'est vrai que son premier accouchement à Dubaï, on sent que ça n'a pas été facile. Et que par la suite, cette expérience lui a permis de faire d'autres choix et de découvrir d'autres options. Alors, on voit que ça peut être très différent d'un pays à l'autre. On sait que, par exemple, aux Pays-Bas, l'accouchement à domicile est quelque chose de fréquent. Ça représente même 15% des accouchements. Je trouve ça vraiment chouette de bien cartographier les possibilités et de bien savoir ce à quoi on peut prétendre en fonction du pays où l'on vit. Comme tu dis, c'est important de bien se préparer pour pouvoir vivre une belle expérience là où on est. Tu parlais des Pays-Bas. J'aimerais qu'on écoute ce témoignage de Marine qui vit à Amsterdam. Et donc ma première expérience de devenir maman s'est faite aux Pays-Bas et j'ai adoré. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait un accompagnement très sain et très simple. Alors on rentre à la maison quand tout va bien 4 heures après l'accouchement, donc ça peut paraître un petit peu abrupt, mais en réalité on rentre chez soi si tôt parce qu'après on est accompagné des services d'une personne qui vient prendre soin de la maman et du bébé à domicile. Donc c'est un peu comme une super infirmière, alors c'est pas une sage-femme mais ça s'appelle Kramzor. C'est une personne qui vient à la maison s'occuper de la maman et du bébé pendant je crois environ 1 semaine tous les jours, entre 4 et 5 heures par jour. Et elle fait en sorte que quand elle part, les parents savent s'occuper de ce bébé dans cette maison. Cette première naissance
aux Pays-Bas. Elle m'a apporté un regard sur la maternité qui est différent, puis aussi dans l'abord du bébé après sa naissance, pas juste la préparation de l'accouchement et l'accouchement lui-même, mais aussi le postpartum. Et c'est un peu ici que j'ai compris l'expression il faut un village pour élever un enfant. Ouais, c'est un peu cette notion de tout seul c'est vraiment trop difficile et une femme accouchée, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être entourée, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, elle a besoin de douceur. Alors c'est dingue cette aide à la maison qu'on reçoit aux Pays-Bas. Marine me disait même que cette femme qui venait chez elle lui préparait à manger et lui faisait le ménage. Je pense qu'on est toutes jalouses, on a toutes envie d'accoucher maintenant aux Pays-Bas. Alors comme tu le disais, il y a vraiment de grandes disparités entre les pays. As-tu quelques exemples ou chiffres à nous donner ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de différences entre les pays. C'est génial d'avoir ces podcasts pour écouter un peu la diversité des expériences des femmes. Alors oui, en fait, les politiques de santé publique et l'organisation des soins varient beaucoup d'un pays à l'autre et ça influe sur l'offre de soins. Et je dirais que la culture du pays influe aussi sur les pratiques et les habitudes. Comme par exemple le recours à la péridurale, c'est super culturel. Par exemple, en France, le recours est hyper élevé, donc là, on a plus de 80% de taux de péridurale, mais aux Pays-Bas, pour rester sur cet exemple, ou en Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus faible. Et le taux de césarienne varie aussi énormément d'un pays à l'autre. Donc, on sait qu'il plafonne à 50%, plus de 50% dans certains pays comme en Turquie, comme dans certains pays d'Amérique latine, alors qu'on sait que selon l'OMS, en fait, le taux de césarienne idéal se situe entre 10 et 15%. Sachant qu'en France, on est autour de 20%, je crois qu'on est plutôt autour de 17%, 15% dans les pays du Nord. Donc, c'est des indicateurs qui sont intéressants et qui permettent de voir les pratiques et certaines habitudes aussi dans les pays. Et c'est vrai que pour revenir sur l'exemple des Pays-Bas, et ce système de Kranzor est absolument unique. Les pays devraient commencer à s'en inspirer et à copier. Et je pense aussi en termes de différences assez frappantes, c'est l'offre en termes de maisons de naissance qui est très peu développée en France. On a 8 maisons de naissance, mais qui l'est beaucoup plus dans d'autres pays d'Europe et aussi en Amérique du Nord. Par exemple, en Allemagne, il y a 200 maisons de naissance. Donc la maison de naissance, c'est une alternative à l'hôpital, pas non plus de l'accouchement à domicile, donc c'est des structures qui sont gérées par des sages-femmes de façon indépendante. Il y en a aussi beaucoup en Belgique. Et je trouve que c'est quelque chose à connaître aussi pour pouvoir faire un choix éclairé et pour pouvoir aussi se projeter dans une expatriation en se disant voilà l'offre de soins, comment moi je me projette par rapport à ces possibilités, par rapport à ces pratiques locales. Toujours ce travail de réflexion et d'information à faire en amont ou sur place. Alors tu accompagnes des femmes au Congo. Quels sont les challenges que rencontrent ces femmes qui décident de vivre une grossesse à l'étranger ? Alors, il y en a beaucoup des challenges, en particulier dans notre région du monde. En premier lieu, je dirais, il y a vraiment la question du suivi de grossesse. Donc, qui va assurer ce suivi de grossesse ? Quels sont les examens à faire ? Quand on est en France, c'est vrai qu'on est un peu sur des rails, on ne se pose pas trop la question. Au Congo, il faut trouver des professionnels de santé de qualité. Et puis, je pense aussi aux échographies. Voilà, il faut pouvoir faire des échographies de qualité. C'est pas toujours évident. Ce qui amène beaucoup de femmes à voyager pour leurs échographies, ce qui rajoute de la charge mentale et puis de la logistique des voyages, etc. Il y a aussi le cas des complications de la grossesse, donc quand il faut poser un diagnostic et qu'on n'a pas accès sur place. Et donc là, il faut rentrer en France, parfois en urgence. Quand on rentre en France en cours de grossesse, sans être déjà dans le système de soins ou avoir déjà fait un premier examen pour sa grossesse, en fait, c'est parfois compliqué de trouver un rendez-vous, d'être accueilli et de devoir réexpliquer sa situation, pourquoi on n'est pas dans les clous, pourquoi on arrive souvent pour très peu de temps. Donc ça ajoute pas mal de stress aux femmes enceintes. Il y a un autre sujet qui est souvent un peu délicat quand on vit en expatriation, et en particulier en Afrique centrale, c'est la question du choix du lieu de naissance. Alors pour certaines, c'est facile de trancher, elles savent qu'elles vont rentrer en Europe. Et pour d'autres, c'est plus compliqué parce que pour celles qui ont déjà des enfants scolarisés ou pour celles qui n'ont pas un point de chute en France pour les accueillir, c'est un choix qui peut susciter du stress.
et aussi qui engendre un éloignement temporel, donc pour celles qui rentrent en France ou en Europe. Quels sont les conseils que tu donnerais aux femmes qui ont justement un projet de grossesse à l'étranger? Je trouve ça bien d'avoir une idée du référentiel de suivi de grossesse dans son pays d'origine. Je trouve ça précieux de savoir un peu quelle est la routine en France du suivi de grossesse, et ça donne un repère pour se dire, ok, dans mon pays, on me propose peut-être beaucoup plus de choses ou beaucoup moins, mais qui est pratiqué en France, c'est ça. Donc je sais qu'avec ça, je suis à peu près safe. J'ai fait ce qu'il fallait. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir peut-être d'avoir un double suivi, en tout cas d'avoir au moins un contact à un moment donné avec un professionnel en France. Ça peut être en ligne, notamment aussi si on a un projet d'accouchement en France, pour se rassurer, avoir un contact avec le système de soins français et se sentir en confiance avec le suivi qui est pratiqué dans le pays où on est. Je trouve ça bien de se renseigner sur les pratiques en termes d'accouchement aussi, si le sujet de l'accouchement en local est abordé. Comment je serai accompagnée en postpartum? Est-ce que l'allaitement est encouragé? Je trouve ça bien de discuter avec d'autres femmes, aller rencontrer les maternités, enfin vraiment aller au-devant des informations, rencontrer les médecins, pédiatres, obstétriciens, sages-femmes, enfin voir quelles sont les pratiques en local et est-ce que ça correspond à ce que vous aimeriez vivre pour pouvoir se projeter ou pas sur place. Quand on est enceinte en expatriation, on peut vite se sentir seul parce qu'on n'a pas la famille, les amis proches. Donc j'imagine que c'est hyper important de bien s'entourer. Comment t'as vécu ça, toi? Alors oui, c'est hyper important. C'est vraiment, quand on est enceinte, c'est une période particulière de sa vie. Comme vous le dites dans le guide, c'est vraiment l'aventure dans l'aventure. C'est quelque chose que nous, on dit souvent, c'est le voyage dans le voyage. Il y a vraiment quelque chose de très nouveau qui se vit, en particulier si c'est une première grossesse. Donc, il y a plein de choses qui existent. C'est bien de se renseigner aussi. Moi, je pense à l'association Le Club Poussette. On a créé une antenne à Pointe-Noire qui commence à se développer un peu partout dans le monde et qui est un groupe de mamans qui se retrouvent avec des bébés ou des petits entre 0 et 3 ans. C'est génial quand on arrive quelque part et qu'on ne sait pas trop, qu'on n'a pas encore de réseau. Moi, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Naissance Nomade avec donc mon associée et amie Marie. On essaye de mettre en place justement cette transmission de femme à femme. Donc là, on parle vraiment en tant que mère expatriée qui avons vécu à nous deux 9 grossesses à l'étranger, avec des accouchements à l'étranger, où on a besoin de se parler, on a besoin de se transmettre des choses et de pouvoir témoigner, tout comme le témoignage d'Amélie, je trouvais vraiment hyper précieux. On a besoin d'entendre des témoignages d'autres femmes qui sont passées par là, et pour justement sortir un peu de cette solitude et de ces questionnements qui peuvent un peu envahir, et puis parfois qui nous empêchent finalement de savourer ou de profiter pleinement d'une grossesse qu'on a attendue ou pas, mais de se mettre dans des conditions qui sont optimales pour vivre les choses au mieux pour cette grossesse. Amélie, dans son témoignage au début de cet épisode, nous parle d'accouchement à domicile. Quels sont les conseils que tu donnerais aux femmes qui décident d'accoucher à la maison? Alors, mon premier conseil, c'est de choisir des professionnels compétents, qui sont à l'aise avec l'accouchement à domicile, qui sont eux-mêmes en confiance, qui ont l'habitude de le pratiquer et qui sont évidemment bien connectés avec une structure de santé locale, qui a l'habitude aussi d'accueillir des patientes qui viennent du domicile. Donc en cas de complications, il faut être au courant et à l'aise avec le fait d'être transféré sur un lieu de naissance. Il faut pouvoir être prêt à changer de projet en fait d'accouchement et que les choses soient déjà cartographiées et pratiquées. Je trouve qu'il faut être soi-même évidemment très à l'aise et très très en paix, comme le dit super bien Amélie. On sent que c'était un projet de couple où les deux étaient en confiance et détendus et que c'était pas un stress, et au contraire ils en étaient très heureux. Voilà. Et je trouve aussi un petit point d'attention, c'est qu'il faut ensuite un postpartum, des premiers jours après l'accouchement, qui soit bien organisé pour la mère. Voilà, il n'est pas question que ce soit la maman le lendemain qui se retrouve à se remettre au fourneau. Il faut bien que chacun connaisse sa partition aussi pour la suite immédiate, qui est vraiment beaucoup d'aide en particulier, parce que quand on est à la maternité, on peut peut-être être un peu plus aidé, mais il faut chez soi aussi penser beaucoup au postpartum aussi dans les cas d'accouchement à domicile. Alors, je te propose maintenant d'écouter Amélie qui va nous parler de sa doula.
Alors j'ai trouvé que effectivement la doula était la personne assez clé finalement dans l'accouchement, parce que les deux médecins qui sont là, le néonatologue pour le bébé et l'obstétra pour vous, c'est des gens assez techniques. C'est des gens qui feront les opérations nécessaires s'il y a des choses à faire. Par contre, la personne qui vous donne la force, la personne qui va vous prendre dans ses bras, la personne qui va vous câliner quand vous en avez besoin, vous donner les forces quand vous en avez besoin, vous rassurer, être là pour vous avant la naissance du bébé et après la naissance du bébé, c'est la doula. C'est elle qui va vous permettre d'accéder à ce monde merveilleux de l'accouchement. C'est la personne en qui on peut avoir confiance, qui vous lâchera pas. Jamais. Alors, on entend parler de plus en plus effectivement des doulas, et je trouve surtout à l'étranger. Enfin, j'ai l'impression que l'on a encore plus besoin finalement à l'étranger qu'en France. Donc, qu'en penses-tu et peux-tu nous dire finalement c'est quoi le rôle d'une doula ? Alors, c'est vrai. Je me permets un petit témoignage personnel. Quand j'ai accouché en Afrique du Sud, j'ai fait appel à une doula. Elle est venue avec moi dans la clinique, qui était une clinique extrêmement médicalisée, mais elle a été là pour en fait jouer ce rôle non médical de soutien émotionnel, de massage. Ma doula, elle était par exemple formée en yoga prénatal, donc on avait pratiqué le yoga. C'est une personne non médicale qui, en complément du suivi par un médecin ou une sage-femme, vient entourer, transmettre tout un tas de choses aux futurs parents. Pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant la période postnatale aussi. Et après la naissance, quels sont les conseils que tu peux donner ? Donc on sait que c'est une période de fatigue, de vulnérabilité, on a besoin de se reposer. On est recentré sur son bébé, en tout cas en général le premier mois, c'est vrai qu'on est beaucoup chez soi. Et voilà, je trouve que c'est important d'être bien entouré, bien aidé. Et donc l'idéal, c'est de réfléchir à avec qui on a envie de vivre ce moment-là. Est-ce que c'est la famille qui va venir ou pas? Et puis on a besoin aussi de professionnels, donc de sages-femmes, de conseillères en lactation. C'est pas possible de trouver en présentiel, c'est possible aussi d'organiser ça à distance, mais ça se prépare un petit peu. Il y a le sujet de la rééducation périnéale, mais qui vient un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant aussi des solutions à distance qui existent, mais c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Si évidemment on peut avoir recours à de l'écoute ou à de l'aide psychologique si on sent qu'on en a besoin, si on sent que le baby blues finalement se transforme plutôt en dépression du postpartum, qu'on a du mal à se remettre. Il faut savoir que on a encore plus besoin à l'étranger de ne pas rester seul, de faire appel à des professionnels. Eh bien, avant que tu nous donnes ton mot de la fin, j'aimerais qu'on écoute ce dernier témoignage de Marine. Je crois que ce qui m'a le plus plu dans cet accouchement à Amsterdam, ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire que j'ai été hyper bien informée sur toutes les options qui existaient. Et moi, je voulais surtout pas accoucher à la maison, j'ai accouché à l'hôpital. Et je voulais avoir la possibilité d'avoir la péridurale si je la voulais. Et on m'avait prévenu, attention, aux Pays-Bas, les taux de péridurale sont très bas. Ils savent que les étrangères la veulent, mais souvent ils essayent de dissuader les étrangères de prendre la péridurale. On m'avait un petit peu fait peur là-dessus. Et en fait, du coup, pendant toute ma grossesse, j'ai affirmé et répété cette volonté d'avoir la péridurale si je la souhaitais. Et on m'avait dit, dans ces cas-là, si vous la voulez, il faut la demander suffisamment en amont, ne pas attendre que la douleur soit insupportable. Et je trouve que j'ai été hyper bien accompagnée dans la gestion de la douleur. Et donc, ce que j'en retiens, c'est que la clé, c'est d'être bien informé sur les tenants et les aboutissants de chaque décision, chaque acte médical, s'affirmer en fait pour dire et demander ce qu'on veut exactement. Ça t'inspire quoi, ce témoignage ? Je trouve que c'est précieux d'entendre. En tout cas, ça montre qu'on peut réussir à faire un projet de naissance qui réponde en fait à nos besoins quand on se renseigne, quand on prend le temps de faire un bon choix de professionnel et un choix de lieu d'accouchement éclairé, sans faire un choix par défaut en fait. On peut vivre quelque chose qui nous ressemble et quelque chose qu'on a préparé et choisi. Et qui devient un tremplin pour un bon démarrage dans la vie pour son bébé, un bon démarrage dans sa vie de parent, un bon postpartum. En fait, il y a un vrai cercle vertueux entre
un accouchement bien vécu, ce qui ne veut pas dire un accouchement parfait, ça n'existe pas, mais un accouchement qu'on vit bien, c'est une bonne façon de vivre ensuite le postpartum, la suite. Merci beaucoup Marion, c'était très intéressant de parler avec toi. Je rappelle que tu es cofondatrice de Naissance Nomade et je te dis à très bientôt. À bientôt Amélie, merci beaucoup pour cet échange. Le podcast n'est pas fini. Je suis ravie d'accueillir Rachida Kassi, responsable de la communication et du développement de la CFE, et Séverine Privé-Marmet, directrice prestation et satisfaction client. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Alors Rachida, on va commencer avec toi. On va parler maternité ensemble et j'aimerais savoir, pour la CFE, que faut-il faire pour que nos auditrices puissent être couvertes? La première chose à faire, c'est effectivement d'anticiper et de bien se renseigner. Alors effectivement, pour être couvert au niveau de la maternité, il y a plusieurs volets. Il y a le volet des frais de santé liés à la maternité. Donc là, il faut souscrire à la garantie assurance maladie, donc la partie santé. Mais également, quand une maternité a lieu, il faut penser aussi au congé maternité. Et donc, pour pouvoir y prétendre, il faut souscrire à l'option indemnité journalière capital décès. Et comme pour les contrats santé, y a-t-il une carence qui s'applique? Alors, sur la couverture santé, quand on part de France, non, il n'y a pas de carence, hein, on assure dans la continuité. En revanche, quand on ne souscrit pas dans les 3 mois qui suivent le départ de France, effectivement, on applique une carence qui peut aller de 3 à 6 mois. Donc la carence, je rappelle, c'est une période pendant laquelle on souscrit et l'assuré paye des cotisations, mais ne peut prétendre à des remboursements. Sur l'option indemnité journalière capital décès, donc sur la partie indemnité journalière, on ne parle pas de carence, mais pour pouvoir y prétendre, donc en plus d'y avoir souscrit avant d'être enceinte, il faut, au moment où la personne souhaite bénéficier d'indemnité journalière, il faut avoir cotisé au moins 10 mois. Encore une fois, ça, c'est le délai si on n'a pas souscrit immédiatement sur cette option au départ de France. Alors, je vais essayer de résumer. Pour les frais de santé liés à la maternité, il faut souscrire à la garantie assurance maladie. Et si on veut bénéficier d'un congé de maternité, il faut souscrire à l'option indemnité journalière. Si on souscrit bien à la CFE en partant de la France, il n'y a pas de carence. On est pris en charge immédiatement et on peut toucher également le congé de maternité. En revanche, si on souscrit plus de 3 mois après le départ, là, on peut avoir une carence de 3 à 6 mois pour les frais de santé et il faut avoir cotisé au moins 10 mois à la CFE pour pouvoir toucher le congé de maternité. Maintenant, Séverine, que faut-il faire pour que la grossesse soit bien prise en charge et quels sont les soins qui sont couverts? Tout d'abord, pour que la grossesse soit prise en charge, il faut envoyer une déclaration de grossesse à la CFE qui vous dira ou non si votre grossesse est prise en charge. Et surtout, il faut, quand vous envoyez vos soins, si votre grossesse est reconnue, il faut surtout bien penser à cocher sur les feuilles de soins que c'est en rapport avec votre maternité. Donc, du coup, les soins qui peuvent être pris en charge dans le cadre de la maternité seront les consultations d'un médecin généraliste, d'une gynécologue ou d'une sage-femme, les actes de biologie, quelles que soient les analyses effectuées, les séances de préparation à l'accouchement qui peuvent être réalisées par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme, les analyses telles que les amniosynthèses ou le cariotype fœtal. Et pour les frais d'accouchement, comment ça se passe? Alors, pour les frais d'accouchement, on rembourse un forfait et on se limite à la dépense réelle engagée. Si la personne a payé 3 000 euros d'accouchement, nous, un accouchement par voie basse, ça va être 2 791,23 euros. Si c'est une césarienne, c'est un autre montant. Et on a aussi un forfait pour l'IVG. Et ce sont des forfaits que vous pouvez retrouver également dans notre grille de garantie, disponible sur le site de la CFE. Et alors justement, si on parle d'IVG, certains pays ne le pratiquent pas. Donc si une femme décide de rentrer en France pour avoir accès à l'IVG ou l'interruption médicalisée de grossesse, comment ça se passe?
Alors effectivement, elle peut revenir en France, être prise en charge et là, on remboursera aussi dans un forfait. Donc là, on est sur un forfait qui s'élève à 954,84 €. Et pour les frais de transport, comment ça se passe ? Les frais de transport sont pris en charge dans le cadre d'une entrée ou d'une sortie d'hospitalisation. Le transport, c'est soit l'ambulance, soit le taxi, soit le transport classique, on va dire. Par transport, on n'entend pas le remboursement du billet d'avion pour rentrer en France. Si on est dans le cadre d'une complication, là, on pourra peut-être prendre en charge parce qu'il y aura une notion d'urgence derrière ou autre. Si on est dans une convenance personnelle, c'est-à-dire que la cliente fait le choix de venir accoucher en France, ça sera à sa charge. Donc, si vous avez un doute, il faut surtout ne pas hésiter à solliciter la CFE sur ce point-là. Et s'il y a des complications, par exemple, des frais d'hospitalisation sont nécessaires et je pense aussi au bébé, comment on est couvert dans ce cas-là ? Si complications, il nous faut le compte rendu hospitalier pour comprendre et étudier le dossier. C'est-à-dire que on peut avoir une complication pour la maman et on peut avoir une complication pour le bébé. Et on n'est pas dans le même cas. Il faut regarder la date d'entrée et de sortie d'hospitalisation, voir si elles sont différentes pour qu'on traite vraiment deux dossiers séparément d'hospitalisation. Et on l'a entendu dans le témoignage d'Amélie au début de ce podcast qui nous parlait de son accouchement à la maison. Est-ce que la CFE prend en charge un accouchement à la maison ? On a eu le cas récemment et il faut dissocier s'il y a un transfert à l'hôpital ou non. Parce qu'on a des accouchements à la maison qui se passent très bien. Et dans ce cas-là, on prend en charge le remboursement de la sage-femme qui est intervenue. Et soit il y a un transfert à l'hôpital. Et là, on prend le remboursement des honoraires de la sage-femme et le remboursement de l'hospitalisation en fonction du service dans lequel la patiente a été accueillie, c'est-à-dire médecine, chirurgie, réa. Là, c'est pareil, il faut vous référer à votre tableau des garanties. Alors, je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'Émilie qui nous raconte son parcours de PMA et on en discute juste après. Je pense que le vrai challenge de la PMA à l'étranger, c'est que, moi ça a été le cas en tout cas pour moi, c'est que c'était tout un univers complètement nouveau. C'est que parfois on est un peu paumé, honnêtement, on ne sait plus trop bien. Et effectivement, c'était pas ma langue maternelle, et je le faisais en anglais, donc c'était pas évident, mais c'est vrai qu'on est un peu confronté quand on commence une PMA à tout un planning de traitement et on a quand même forcément plein de questions. Est-ce que c'est normal de réagir comme ça ? Est-ce que c'est normal d'avoir effectivement peut-être des sautes d'humeur, d'avoir des bleus dans le ventre parce que on se fait des piqûres répétitives et on sait pas très bien est-ce que c'est normal que tiens moi ma PMA aux Pays-Bas ils me la font sur 2 mois alors que mon amie à Paris son traitement il est que sur un cycle donc elle ça dure 10 fois moins longtemps ces piqûres au final. Et c'est pas toujours facile. On se dit, si on était en France, ça serait mieux, ça serait plus simple, etc. Mais au final, il faut faire confiance au système qu'on a choisi. Et moi, en l'occurrence, c'était de le faire, du coup, toute ma PMA à l'étranger. Je sais que de plus en plus, maintenant, il y a des associations, il y a des organismes qui nous aident justement à se retrouver pour pouvoir échanger. Et ça, je pense que ça aide à moins se sentir seul. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de PMA. Pouvez-vous me dire si la CFE prend en charge ? Alors effectivement, sur la procréation médicalement assistée, on fonctionne aussi en remboursement par forfait. On a une fécondation in vitro dite classique et une fécondation in vitro avec micromanipulation. Donc sur la prise en charge des PMA, je vous invite à vous référer au tableau des garanties. Et pour juste une petite précision qui a toute son importance, pour la fécondation in vitro avec micromanipulation, on va se limiter à la prise en charge de 4 tentatives. Et comment ça se passe pour le congé de maternité et l'allocation paternité ? Y a-t-il des indemnités qui sont prévues ? Alors effectivement, on a le congé maternité qui est pris en charge encore une fois sous réserve d'avoir souscrit à l'option indemnité journalière. Le versement des indemnités journalières peut intervenir pendant 16 semaines et on est 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement.
Pour l'allocation paternité, on est sur un forfait de 75 € par jour sur 10 jours maximum pour une naissance simple et 16 jours si naissance multiple. On peut retrouver toutes ces informations dans le détail dans notre guide de l'adhésion qui est aussi présent donc sur notre site dans la rubrique documents clés. Et je vais terminer ce podcast en parlant du postpartum. Est-ce que les frais de rééducation périnéale et abdominale sont pris en charge ? Tout à fait. La CFE va prendre en charge 35 séances de rééducation abdominale postpartum, réalisées soit par un masseur-kinésithérapeute ou par une sage-femme. Quel serait votre mot de la fin ? Alors moi, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il ne faut pas hésiter à préparer et à anticiper son expatriation, encore plus sur les sujets de maternité et de grossesse. Donc encore une fois, sur ce sujet, un conseil à donner, ne pas attendre d'être enceinte pour se poser les questions et se les poser bien en amont. Et surtout, ne pas hésiter à solliciter la CFE sur toutes les questions qui peuvent vous venir en tête et pour avoir le maximum d'informations. Un grand merci Rachida et Séverine d'avoir répondu à toutes ces questions, car effectivement, vivre une grossesse à l'étranger, ça peut être assez stressant. Et je pense que nos auditrices seront ravies d'écouter toutes ces informations. Merci à vous. Merci. Dans le prochain épisode, nous parlerons de se sentir belle en expatriation. Alors je vous dis à bientôt. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.